Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bienvenue et bon mercredi. Vous savez, le mercredi, il n'y a pas d'invité d'honneur, ce qui ne nous empêche pas de mettre les petits plats dans les grands. Et aujourd'hui, avec des dames, afin de disserter librement devant vous, à la fois du snobisme, de la mode et des modes, voici vos grosses têtes en folie. Elle sait par expérience que seuls les hommes tendres à table sont comestibles au lit. Princesse Erika. Bonjour. Elle n'en revient toujours pas quand elle revient parmi nous. Mireille Dumas. Ceux qui croient qu'elle est née princesse Margarine n'ont jamais goûté à sa cuisine. Macha Merrill. C'est avec son organe vocal qu'elle titille les autres organes. Chantal Latsou. Bonjour. Bien qu'elle soit devenue une star du théâtre, comme elle n'est pas fière et comme elle est plus fidèle en amitié qu'en amour, elle continue à nous fréquenter. Amanda Lear. Bonjour. Ça, c'est bien vrai. Alors, puisque j'ai des dames là, est-ce que vous avez une pensée pour Madame Cahuzac aujourd'hui? Ah, il y a une Madame Cahuzac? Ah bah sûrement. Bah il y en a deux Sûrement. même. Comment il y en a deux? Il y en a une à l'étranger? Bah non, il y en a il une qui divorce et une qui remplace. Ah oui. Ah bon? Ah, ça mais il y en a deux, oui. Oh, ce Alors, pauvre homme. vous savez, les spécialistes du marketing qui ont un avis sur tout et surtout des mots pour toutes les situations ont dit ce matin que c'était à la fois, et ça explique la République tangue, que c'était à la fois une accélération de notoriété et un freinage de carrière. Parce que, dites donc, jamais on en a autant parlé. Hein. Mais je trouve ça assez shakespearien, assez magnifique, hein, le type qui se jette magnifique. d'en haut de la falaise. Ah ben oui. Ah, vous avez Non, peut-être en ce moment des démêlés avec l'administration fiscale. Non, mais je sais pas, il y a quelque chose de très, très théâtral. On a dû les Attendez, voilà. quand même. Resituons les choses calmement. Voilà un homme qui représente le fisc avec un F majuscule, qui signe depuis 10 mois des papiers qui déclenchent des enquêtes fiscales, qui nous a promis tous les impôts du monde, même si c'est pas vraiment arrivé, et qui lutte contre la fraude fiscale. Et on s'aperçoit qu'il y a 20 ans, c'est-à-dire 20 ans, c'était sous Mitterrand. Sous Louis XIV. Ouais. Il était déjà dans un ministère à l'époque. Mais Non, pas du tout. il comprend rien. Il était que maire. Mais si, il était chez Evin. Il était député maire de pas Villeneuve. ministre. Oui, il était dans... C'est tout. Mais oui, enfin, mais il n'était pas loin quand même. Hein. Ah oui. Alors, mais Moche. là, aujourd'hui, je ne sais pas s'il a lu la presse, le héros shakespearien de Macha Merrill. qui tombe de la falaise. Ça finit mal, ces héros, en indigne. général. Et alors, surtout, on incrimine non pas la fraude, mais comme aux États-Unis au moment du Watergate, le mensonge. Eh oui, Ah oui. on s'américanise. Mais un mensonge avoué Fallait pas est mentir. quand même pardonné un petit peu. Non, Donc- Mais non, parce qu'il a menti quand Parce qu'il a même. trop Bien menti. dans les yeux dans les yeux, c'est Mais vous ça qui savez, est ce sont tous terrible. ces communicants qu'ils ont autour d'eux qui leur disent il faut jamais dire la vérité. Jamais N'avoue avouer. jamais. Jamais avouer. Non, C'est pas mais- tout à fait Non, mais c'est la comme faute. quand on trompe son mari, il faut jamais avouer. Est-ce que Monsieur Cahuzac trompait Madame Cahuzac? Voilà, c'est ça le vrai problème. Hein. Mais vous savez que maintenant, il y a un nouveau sac qui vient de sortir, ça s'appelle le Cahusac. Alors, qu'est-ce qu'il y a des francs suisses dans le Cahuzac? Oh ben, c'est une... Mais ceci dit, il ment très bien, parce que je me rappelle quand on le voyait à la télé, il oui. regardait droit dans la caméra. Je oui. n'ai jamais... il mente bien et il signe. Et les hommes. vous savez pourquoi il a réussi à se composer un visage d'honnête homme?
c'est parce que c'est un ancien chirurgien esthétique. C'est vrai qu'il était dans les... Il est recousu, vous pensez? Il avait des... Oui, il est tout lisse, t'as vu. Il va reprendre son métier alors, non? Non, il ne peut pas. C'est difficile. Naturellement, la boîte à outils a fait les choux gras de la presse satirique. Il y a d'abord Valérie qui dit à François, dis donc, il y a le lavabo qui fuit. Alors, comme il n'a pas l'air pressé d'intervenir, il lui dit, si tu te mets pas au boulot, je fais intervenir un plombier polonais. Vous savez, le fameux plombier polonais, qu'on n'a jamais vu d'ailleurs. Un Pokora. Et puis alors, après, toujours Valérie et François, à propos de la boîte à outils, elle lui dit, tu ne sais pas te servir des outils, pourquoi tu as une boîte? Alors il lui explique que s'il a une boîte, c'est parce qu'il veut la mettre sur son pédalo, au cas où le pédalo tomberait en panne. C'est pas méchant, hein, c'est pas méchant. Et puis finalement, il essaie d'installer la boîte sur le pédalo, mais elle ne tient pas, et le pédalo s'enfonce. Et puis, il y a les papes aussi qui en prennent pour leur grade. Les papes? Ben oui, Oui, puisqu'il y en a deux. Ah oui, c'est vrai. Eh oui, un c'est la mort et première un vivant, oui. Alors, avant on disait deux comme papa, là on dit deux comme le pape. C'était le jeudi saint et le caricaturiste les a représentés et le nouveau pape demande conseil à l'ancien. Alors il dit, je leur lave les pieds ou je leur roule une pelle? Et puis alors... C'est irrespectueux. Oui, c'est pas le genre de la maison, parce que nous, on est... Bon, alors, il y a une troisième soutane blanche qui apparaît. Elle apparaît dans la presse People. Alors, soutane, robe, en tout cas, c'est blanc, et c'est très sobre, et c'est Élisabeth, la reine Élisabeth, qui porte ça. Et blanc. La ressemblance est d'autant plus criante qu'elle a, comme machin, certains jours, des chaussures de curé. Et elle sort de l'hôpital pour être en blanc comme ça? Non. Non. On y va. C'est une femme, d'abord, qui change de tenue très souvent. Ensuite, qui ne craint pas, comme vous, qu'on lui pose des mains irrespectueuses sur la partie la plus charnue de son individu, dont elle est toujours très propre, et elle peut s'habiller en blanc sans risque. On est rassuré pour Jean et Alexandra, c'est-à-dire Dujardin et l'ami. Oui. Ils sont toujours ensemble. Alors je ne sais pas s'ils sont toujours ensemble, mais ils ont fait paraître un communiqué dans un des hebdos qui avait mis en cause la pérennité de leur couple. Alors ils communiquent. Nous souhaitons démentir les rumeurs et nous souhaitons qu'on respecte la paix. notre intimité. Voilà, c'est ça. Mais ça dit pas on est toujours ensemble. C'est jamais très bon. Ça dit si on n'est plus ensemble, ça vous regarde pas. Et puis il y a une déclaration de Juan Carlos, dont on connaît le tempérament vigoureux et l'addiction aux dames, qui a fait une déclaration. Il a dit à une dame, je ferai de toi une grande reine. Mais comment il va faire? À qui il a dit ça? Il a dit ça à sa belle-fille. Oui. Ça c'est plus normal. Alors voilà, ça ne nous regarde pas, mais quand même ça laisse songeur. Et puis il y a Clotilde Lecoureau. Alors Clotilde Lecoureau qui a été vue enlacée avec quelqu'un qui n'était pas son mari. C'était un film, c'était pour le cinéma. Non, elle visitait Disney World et elle a été photographiée en tenant pressé sur son cœur Mickey. Oh, c'est pas méchant. Hein. On est obligé. Et puis il y a eu le lancement du TGV low cost. Ça c'est formidable. Ah oui. Il fallait le prendre d'abord à Perpète, mais à part 5 € de Marseille à Paris et retour. Ce qui fait que les mamans impécunieuses de la Canebière disent à leurs petits, va donc prendre le train et jouer à Paris et puis reviens pour le dîner. Ah oui, c'est vrai. C'est ce qui coûte le moins cher. Et maintenant, le coup de sang. Et le coup de sang de Chantal là-dessous. Bon, attention. On me dit toujours, oh Chantal, qu'est-ce que tu peux être snob? Et alors? Oui, je suis snob, et je vous emmerde. Je vais quand même pas m'aligner sur les traînelattes et les pouces mégots pour faire plaisir à la France qui se lève tôt.
j'ai un rang, un style et je m'y tiens. Par exemple, dans le TGV, je préfère voyager debout en première plutôt qu'assis en seconde. Je vous emmerde. Pareil pour les vacances. Avec mon mari, tous les étés à Saint-Tropez, on loue au camping. Mais attention, c'est pas le camping des épluchures avec tous les blaireaux en mimile qui se font la coupe rose au rosé à la Nisette. Non, nous on loue dans une hôtellerie de plein air. C'est comme un camping, mais en plus classe. Par exemple, on n'a pas besoin d'amener dans nos valises nos rouleaux de PQ. Là, les lieux sont garnis. Oui, je suis snob et je vous emmerde. C'est comme pour le caviar. Personnellement, je n'aime pas ça. Je trouve que ça sent un peu la gonzesse qui se néglige. J'aime pas ça, mais je me force. Ah oui, c'est chic. Et j'accompagne ça de champagne. Ce qui me fait énormément péter quand même. Mais dès que je lâche une caisse, je dis à mes copines de buffet, allez-y, c'est tendance, lâchez-vous, c'est le dernier cri, je suis snob et je vous emmerde. C'est comme pour l'amour. À chaque fois qu'avec mon mari, nous entamons les manœuvres de printemps, je lui demande de me vous voyez, de façon à ce que les voisins sachent bien que nous ne sommes pas du même monde. Alors ça donne, allez-y Charles-Édouard, tapez bien dans le fond, et puis après, vous me ferez péter la rondelle. Et je jouis quand le voisin d'à côté tape à la cloison et qui gueule « C'est pas bientôt fini, vos saloperies, grande pute !» On se croirait chez BHL et Ariel. Je suis snob et je vous emmerde. Je suis tellement snob que je vote Mélenchon. Avant, je votais pour le petit facteur, mais ça faisait trop pique-nique merguez boulawan à la sortie d'usine d'un jour de dégraissement d'entreprise. Je suis snob. En plus, j'aime bien lancer des modes. Ah oui, pour pouvoir les suivre. Là, depuis la semaine dernière, j'ai remplacé mon petit sac à main Gucci par une boîte à outils de chez Leroy Merlin. Recouverte par la photo officielle du président de la République. Décidément, je suis snob et je vous... Merci et bravo Chantal là-dessus. Au moins, on sait déjà comment elle se comporte. Ah, on sait où on est. Hein, vous serez sur la sellette tout à l'heure. Alors, vous avez parlé du papier toilette, parce que bon, papier cul, ça fait un peu vulgaire. Eh bien, il y a un inventeur bio qui s'est ému de la déforestation que l'usage intensif du papier toilette entraînait. Et il a trouvé un moyen de ne plus abattre des arbres pour aller faire ses besoins. Il s'agit d'utiliser des mousses naturelles qu'on peut récupérer dans certaines campagnes. Pour se torcher ? Oui. À la mousse ? Oui, écoutez. C'est doux, la mousse. C'est doux, oui. Alors, il y a bien des campeurs qui emploient des feuilles. Bon, paraît-il. Oui, moi, ça m'est déjà arrivé, oui. Oui, et là, ce sont des mousses qui, paraît-il, ont un effet absorbant. Et du coup, une éponge, alors. Oui, non, c'est des mousses naturelles. C'est naturel, c'est bio. écolo, écolo. Oui, Alors d'abord, il faut chercher écolo. ça sur les vieux arbres. La mousse au cul, comme ça, bof. Ah, ça peut faire des sensations, j'en sais rien. Oh non. Oh, écoutez, si on en est à considérer les sensations, alors... Et puis attendez, ça mérite un coup de clochette. Ah, enfin. Alors, enfin du sexe. Alors, c'est un malheureux qui travaille dans une usine, et puis la machine devant laquelle on l'a placé est mal réglée, et puis il est là depuis 2 jours seulement, et il se prend la zézette dans la machine. Et la zézette est coupée. Oh là là. Et donc, il porte plainte contre son employeur, et l'employeur est condamné à lui payer une prothèse. Bon, alors je sais pas où on peut Ça trouver existe, des hein, on peut prothèses. Ah si, ça tout doit existe. trouver, ça Ouais, doit une trouver. Une côtelette, il paraît. Les saucisses de Francfort, oui, je sais pas moi. Une banane. Je rapproche ça, si vous voulez, c'est arbitraire, mais je crois que ça s'imposait, d'une limace spéciale qui naît avec 3 pénis. Alors bon, vous me direz, elle travaille pas dans une usine, c'est dommage, parce que si elle avait un accident, il lui en resterait 2. C'est de la boucherie, votre histoire, c'est pas Et du puis sexe, alors, hein. on en sait davantage sur la vie sexuelle des femelles dinosaures. Ah oui, c'est important. Alors, oui, je vais vous dire pourquoi c'est important. Parce que on a dit que les dinosaures en général, femelles et mâles, avaient disparu de la planète par suite de la chute d'un astéroïde géant. Un météore. Or, une autre hypothèse semble prévaloir. C'est celle qui aurait vu les femelles
refusait de faire l'amour au mâle sous prétexte qu'il pratiquait l'amour trop brutal. Comment sait-on ça? Oui, c'est ça. Alors, c'était... Qu'elles étaient dans la bouche ouverte, effrayées, quand elles sont mortes. Attendez, elles étaient dans des positions qui sont celles du Kama Sutra, mais qui sont parfois douloureuses, et d'autant plus douloureuses que les mâles avaient des épines. Et qu'ils étaient... Dans la zigounette? Oui, un peu partout. Ah ouais. Et que d'autre part, ils prenaient pas tellement de gants pour s'occuper de leurs femelles. Vous vous rendez compte qu'on perd du temps à étudier la vie sexuelle des dinosaures? Oh, écoutez, si avec ça... Tout à l'heure, je vous parlerai des autres recherches des chercheurs et vous verrez que c'est gratiné. Maintenant, nous avons un invité surprise. Bonjour Didier Péan. Oui, bonjour. Je vous adresse un salut confraternel, parce que ça fait longtemps que j'œuvre dans la presse écrite, et parce qu'il n'y aurait pas de presse écrite, enfin elle ne serait pas ce qu'elle est, sans vous, puisque vous êtes kiosquier. Oui, c'est exact. Alors c'est un métier très ancien. Oui. Bon, Mais on baisse peut-être dans les combien kiosques, y a-t-il de kiosquiers à Paris? Alors actuellement, de kiosques en activité, il y en a 340. Il y en a moins qu'avant, hein? Alors actuellement, si vous voulez, il y a 400 kiosques qui sont installés sur Paris. Il y en a que 340 d'ouverts. Pourquoi y en a-t-il peu? Parce que c'est un énorme travail et il faut pas faire la semaine des 35 heures, hein? Alors ça, on oublie complètement, oui, effectivement. À quelle heure vous commencez? Alors moi, je commence, il est 7h du matin. Mon kiosque est ouvert à 7h, mais je suis là un peu avant. On vous a livré les paquets de journaux? En principe, je trouve dans mon kiosque effectivement les paquets de journaux. Quand il n'y a pas de grève de la distribution, hein? Ça, vous abordez un sujet douloureux pour le kiosquier. Ah oui. Et pour les lecteurs aussi. Alors les lecteurs, justement, ce sont des gens qui achètent les journaux, les hebdos et les périodiques au numéro. Oui. Donc une clientèle un peu particulière, fidèle? Ah, très fidèle. Enfin, je parle pour moi, dans mon kiosque en tout cas. Je peux servir les yeux fermés, je dirais 60 à 70% des personnes qui rentrent dans le kiosque. Vous savez quel journal elles vont vous demander? Oui, exactement. Oui. Combien de titres ça représente au total dans votre kiosque? À peu près, je dois proposer à peu près 500 titres différents. Oh là là, les dents. Et alors le soir, il faut faire la comptabilité de ce que vous avez vendu. Oui, alors j'ai la chance, moi, d'être équipé d'une caisse informatique, donc ça me facilite beaucoup le travail, ce qui n'est pas le cas de tous mes collègues. Et donc effectivement, ça demande un peu de paperasserie. Et ça fait longtemps que vous faites ça, monsieur? Alors moi, je pratique le métier de kiosquier depuis 22 ans. Que vous trouvez le temps de lire vous-même les journaux ou les hebdos? Malheureusement, de moins en moins, puisque le côté administratif et la mise en place prennent beaucoup de temps. Mais j'essaye, dans la mesure du possible, de survoler un peu ce que je reçois le jour même, ne serait-ce que pour éventuellement proposer à des clients que je connais bien des revues qui pourraient les intéresser. Vous avez une jolie voix, vous êtes dans quel quartier? Alors, je suis installé, mon kiosque se situe Place Monge, à Paris, dans le 5e. Vous avez une clientèle féminine aussi pour la presse féminine, sans doute? Bien sûr. Ouais. Disons qu'on sent effectivement un basculement. Désormais, on vend pas mal de revues féminines et moins de quotidiens. Et les journaux cochons, ils sont jamais bien présentés. C'est-à-dire que je suis dans un quartier plutôt familial, donc j'essaye d'éviter que de jeunes enfants voient les couvertures de ces revues. La mairie de Paris vous dédie un coup de chapeau, hein? Voilà, c'est ça. Du 17 au 21, nous avons une animation qui s'appelle Paris MC Kiosque, avec des animations qui se tiendront sur la place de l'Hôtel de Ville, donc du mercredi 17 avril au 21 avril, avec des débats, des stands, la presse, enfin les éditeurs sont représentés et tout le monde est invité bien sûr à venir voir et discuter avec les gens sur place. C'est comme dans les taxis, il y a beaucoup d'étrangers maintenant dans les kiosques. On vit dans un monde où effectivement c'est un travail extrêmement dur. Donc moi je suis ouvert de 12h30 par jour. Et je suis ouvert 365 jours par an. Vous voulez dire qu'il y a de moins en moins de Français pour accepter ces contraintes?
On a mis en place un système qui s'appelle les 35 heures et qui n'a aucune validité dans un kiosque. Donc, si vous voulez, c'est un peu rebutant. Monsieur Péan, on est de cœur avec vous, d'autant que on est souvent client ou cliente, hein, mesdames. Bien sûr. Je me demande toujours comment il se chauffe. Il doit avoir froid, non? Oh, il a un petit radiateur, le mien, il a un petit. Ah, des chaufferettes. Alors, nous avons un petit radiateur, mais vu la configuration du kiosque, on a toujours l'impression qu'on chauffe l'extérieur parce que la chaleur s'échappe très vite et reste très peu dans le kiosque. En fin de compte, on préfère avoir beaucoup d'épaisseur sur soi. C'est comme ça qu'on résiste au froid. Comme disait Pierre Dac, hein, c'est dehors qui fait froid et c'est à l'intérieur qu'on chauffe. Bon, en tout cas, bravo hein, et merci. Parce que sans vous, bon, la presse qui est déjà pas très confortable, elle serait encore plus mal. Merci, monsieur Péan. Des nouvelles de Hugh Hefner, vous le connaissez? Il est encore vivant. Ah ouais. Alors, Hugh Hefner, qui s'est marié pour la 3e fois avec une petite qui n'a que 60 ans de moins que lui. Bon, donc le fossé entre les générations se comble. Il a dit, parce qu'on lui disait, comment se fait-il que vous ne soyez marié que 3 fois? Et il a dit, je ne suis marié que 3 fois, mais j'ai eu dans ma vie, tenez-vous bien, 1000 femmes. 1000 femmes. Oui. Alors, Siménon avait dit 10 000. Oui. Mais il comptait la main-d'œuvre tarifée. Hein. Ah oui, évidemment. Oui. Peut-être que lui aussi. Hein. Peut-être le Hefner aussi. Quand même, 1000 femmes qui sont des modèles de... Et des jolies, il a dû... Oui, des belles. Hein. Il a 100 ans aussi. Des belles. Hein. Des playmates. Il avait le temps, lui. Avec toutes les filles qui il faut qu'il les teste, lui, c'est normal, c'est son boulot. Il faut qu'il voit comment elles sont pour pouvoir décider. Pour voir comment ça marche. Oui, je trouve ça normal, toi, Macha. Oh, ben, je pense... C'est un métier comme un autre, non? Non, mais est-ce que tu penses qu'à son âge, il leur donne quelque chose de... Enfin, moi, je connaissais tout, il leur serre la main. Moi, je connaissais je connaissais un photographe de mode qui se les tapait toutes. Donc, il a dû faire 1000 lui aussi, je vois bien. Ouais. Ça va vite, hein? Oh là! T'en sais quelque chose ou pas? Alors, ça nous amène à l'infidélité, aux dernières statistiques. Il semblerait qu'il y ait plus d'un Français sur 2, des 2 sexes d'ailleurs, hein, qui soit infidèle au moment des vacances. Alors, ça sert à ça les vacances. Alors, parce que parfois on prend pas ses vacances ensemble, ou il y en a un qui prend des vacances et l'autre qui rentre pour travailler. Voilà. Et c'est à ce moment-là que les coups de canif dans le contrat se produisent. Donc il faut choper la chaleur aidant, tout ça. C'est banal quand même. Faut pécho en été. Ouais. La chaleur, l'humidité. L'été sera chaud, dans les t-shirts, dans les maillots. Alors, en dehors des vacances, l'infidélité continue à sévir, mais elle se produit au terme d'une autre statistique, pour 66% des cas, dans l'environnement immédiat des infidèles. C'est-à-dire, c'est le meilleur ami de la famille, classique, ou la meilleure amie. Le frère, la sœur, tout ça. Non, mais c'est vrai, ça. Hein. Moi, ça m'est arrivé, ça. Le frère, la sœur, je sais pas, j'ai rien sur les incestes. Non, mais le frère du mari, la sœur du mari. Enfin, les proches, quoi. Ceux qu'on voit tous les jours. Le kiosquier, par exemple. Alors, le facteur, quand il passe encore... Le plombier, souvent, oui. Ah bon? S'il est polonais, il n'est jamais le plombier. Celui qui vient pour relever le gaz et qui ne relève pas que ça, paraît-il. Mais ça, c'est vieux, oui, c'est ancien. Vieux, ça. C'est vieux. Ah, hier, je suis rentré dans un taxi, le type était très sexy, dis donc. Et alors? 2-3 quarts, simplement. Hein. Quand il s'est retourné, il n'était pas terrible. Ah non, il y a des nouveaux petits chauffeurs taxi, ils sont très mignons. Hein. Elle était incroyable, Chantal. L'autre jour, elle a fait du plat à Delon, mais carrément. Là, c'est le chauffeur de taxi. Qui a affamé, ma pauvre fille. Non, pas du tout, simplement platonique. Ça m'a mis. J'allume, mais j'éteins pas, jamais, non. Non, pardon, Chantal, mais on se connaît assez pour que je vous pose la question. Est-ce que, nonobstant les intempéries, vous seriez pas un peu en chaleur? C'est possible. C'est possible. C'est le printemps. C'est peut-être le printemps qui la travaille. On bourgeonne. Alors, avant de prendre l'avion pour le Maroc,
Attention, hein, c'est pas des vacances, c'est un voyage officiel. François Hollande a évoqué le Marocain perdu de... Ça s'écrit pas de la même façon. Ouais. Le Marocain perdu du pauvre Cahuzac, voilà. Comme quoi, revenez en arrière. Vous vous souvenez quand il y a eu les problèmes entre Valérie et Ségolène? Bon, on l'accusait de ne pas parler pendant 1 mois ou 5 semaines. Là, le lendemain, hop, ça c'est de la démocratie. Hein. Là, c'est donc il y a une place à prendre, là. C'est le fonctionnement de l'État, quand même. Maintenant, et naturellement, puisque c'est un spécial dame, nous allons faire sa fête à notre auditrice d'honneur. Voilà, c'est Julie Rimbold. Bonjour, venez, Julie. Bonjour, enchantée. Bonjour, Julie. Elle est jolie comme tout, comme un cœur. Merci. Alors, je vous ai ramené des petits cadeaux. Alors, ça se mange. Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est? Ça se mange, oui. Et c'est des macarons de boulet. Il y en a pour tout le monde, hein, Philippe. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, mais c'est régional. Oui, voilà, ça vient de Lorraine. Quand notre ami Alain Delon a été des nôtres, voilà quelques jours, il m'a fait aussi un cadeau. C'était une petite boîte, et c'était plutôt international, c'était du Viagra. C'est vrai? Alors, oui. Ça, c'est des macarons qui sont faits à base de farine et de sucre. Oh, bah dites donc. Ouais. C'est vous qui les avez fait, on va demander à Clarisse non, c'est une spécialité régionale. Et ces dames vont manger quelques sucreries. Parce que je suppose que votre ligne... Oh, s'il vous plaît, hein, parce que nous... Non, notre ligne le permet. Ils sont fourrés. C'est l'heure du goûter. C'est l'heure du goûter. Tenez, Clarisse, vous ouvrez la boîte et vous offrez des macarons. Alors, des macarons de Longwy. Non, moi j'habite à Longwy, c'est à peu près à une bonne heure, j'irai oui. une bonne heure, 1h30 de boulet. Bah, c'est gentil d'avoir fait le déplacement pour nous être agréable. Alors qu'est-ce qu'elle fait ça c'est de la part de mon ami, pour vous. Ah, plein de cadeaux. C'est le journée des cadeaux. Un canif. Un cigare. Ah non, un cigare. Je vais le mettre derrière l'oreille. C'est sympa, ça. Hein. Alors, dites donc, si dans votre entreprise, vous êtes aussi agréable, vous devez être populaire, hein? Oui. Surtout, vous tenez les cordons de la bourse, hein? Oui. Elle gère la paye. Oui. Voilà. Alors, on n'est pas plus aimable avec vous vers la fin du mois? C'est bon, hein? Disons que les gens sont assez sympas. Ouais. Et alors, vous préparez votre enveloppe en premier, vous la remplissez un peu plus que les autres? C'est pas nous qui calculons nos payes. C'est vrai? Non. Vous payez, mais c'est calculé par... Ouais. Voilà, en fait, moi, je calcule les payes de plusieurs sociétés. Voilà. Ah, c'est ça. Voilà. C'est fait en extérieur. Voilà, c'est ça. C'est tous ceux qui externalisent leur paye, et nous, on la calcule. Voilà. Bon, bah dites donc, Julie, je vais vous donner votre diplôme, hein, parce que vous nous faites des cadeaux. Moi, il faut bien que je vous offre quelque chose. Alors, c'est le diplôme d'auditrice d'honneur. Ah, merci, Clarisse. Ils sont très bons, ils sont moelleux, ils sont bien. Voilà. Vraiment bien. Ils sont durs à l'extérieur et fondants à l'intérieur. Voilà. Ah, c'est ce comme nous. Ouais, voilà. Et ça nous rappelle des choses. C'est très bon. Ils sont roses, hein. C'est oui. Pour des petites filles. Oui. Mais le macaron revient en force, hein. Oui, c'est dingue. Ah oui. Ça, c'est le vrai macaron, moi, c'est comme je les aime. Pas avec de la crème dedans, pas les des trucs en deux, là, comme ça. Là. C'est très bon. C'est le macaron. Reviens par ici, Clarisse. Continuez à parler entre vous, moi je mange. Hein. Alors, voilà le diplôme, Julie. Merci. Et puis, bonjour à Longwy. Et puis, continuez, et je crois que vous avez déjà commencé, à écouter les grosses têtes. Oui. Autour de moi, rien que des dames. Et je vous avoue que ces jours-là, je suis sur un petit nuage. Et quelle dame! Chantal là-dessous. Bonjour. Princesse Erika. Ouais. Bonjour, présente. Mireille Dumas. Présente. Masha Meryl. Présente. Et Amandine. Présente. Alors, la question de confiance avant les autres.
Oui. Est-ce que vous êtes snob? Est-ce que vous avez été snob? Et je rappelle que le snobisme, c'est de régler son comportement, ses achats et même ses goûts sur ceux de quelqu'un qui est généralement célèbre. Ça vous est arrivé? C'est pas ça pour moi le snobisme. Non. C'est moi qui suis célèbre. Oui, mais avant alors c'est vrai que vous suivez pas les modes, vous les lancez. On les fabrique, et oui, voilà. En fait, la mode, c'est ce qui se démode, forcément. Donc, il faut jamais suivre la mode ou alors être complètement décalé. Mais forcément, si vous êtes à la dernière mode, vous êtes déjà démodé. Quelqu'un, et c'était une femme étonnante, avait dit la mode se démode, ce qui reste, c'est le style. Oui, c'est Chanel. Chanel. Alors, puisqu'on parle de Chanel, est-ce qu'on peut considérer le grand styliste de Chanel, Karl Lagerfeld, comme un modèle d'élégance masculine? Ah bah non. Non. Oui, ça dépend lui-même comme modèle d'élégance. Il s'est inventé un look, c'est ça, il s'est trouvé une allure. Oui, il suit pas la mode, mais c'est vrai qu'il s'est inventé un style, mais il a du talent. Le col cassé. Ah oui, il a du talent, ça oui. Non mais attendez, est-ce que quelqu'un d'autre ose s'habiller, sortir dehors, costumé comme il l'est? Mais dans la mode, tout est permis, il peut se permettre, parce que tout est permis dans la mode en fait. Il peut être lui, original. parce qu'il apparaît, il y a certains couturiers qui ne veulent pas se montrer, qui sont plus discrets. Hein, parce que lui, il aime bien... Comment il s'appelait déjà celui qui s'est fait condamner, la Galliano? Écoutez, on a sur la façon de s'habiller de John Galliano, on a un témoignage, celui d'une spécialiste de la mode à la télé, Viviane Blassel. Alors Galliano, on m'a raconté une anecdote sur lui. Il se présente un jour pour aller dans un restaurant assez chic. Il avait une chemise, des cravates, il avait sa veste sur la peau nue. Et le maître d'hôtel lui dit, Monsieur Galliano, vous pouvez pas rentrer comme ça, il faut absolument une chemise. Alors on va vous en prêter une. Donc Galliano prend la chemise, va aux toilettes pour se changer, il redescend et il avait mis la chemise en turban autour de la tête. Ça finit assez mal, l'affaire Galliano. Enfin, pour d'autres raisons. Alors, me dites pas qu'il n'y a pas un jour au moins dans votre vie où vous n'êtes pas vêtu, non pas comme vous souhaitiez, mais comme vous souhaitiez pour ressembler à d'autres. Ressembler à d'autres. Vous avez été très courage, Macha. Mais oui, mais voilà, c'est un grand créateur et ça correspond à. Vous aviez des lunettes blanches et un habit de cosmonaute. Tout à fait. Elle est très courage. Les scratch. Ton enlevé, c'était très sexy. Elle a le style Chanel, la petite tête, les cheveux courts, très stricts comme ça. T'es très Chanel. J'aime la ligne, j'aime l'architecture. Moi, c'était Paco Rabanne. C'est vrai que ça aussi, Paco Rabanne, c'était des modes difficiles à porter, tout en métal. On peut pas s'asseoir parce qu'on se. Ça faisait mal, ça déchire les bas. Le futurologue. Voilà, lui-même. Moi, j'ai longtemps été tati, voilà. Ça, c'est le comble du snobisme, ça. Allez chercher des petits trucs. Courage, il vous avait aussi déguisé en pompiste, hein? En pompiste. Lui-même avait une tenue de pompiste. Ah ben lui, il était tout en blanc. Toujours en blanc intégrale. Oui. Toujours en blanc, plutôt infirmier. C'était l'idée formidable que les femmes ne doivent plus être habillées le soir, comme elles sont habillées toute la journée de la même façon et toujours élégantes. C'est fini cette idée qu'on doit se déguiser en 3 tenues, une pour le matin, une pour le soir, une pour le Tu peux changer un accessoire pour le soir si tu vas au théâtre. Voilà. Il y avait un type formidable qui a disparu, c'est Thierry Mugler. On en entend beaucoup parler. Il est parti aux États-Unis. Je crois qu'il je l'ai vu. Dans les vidéos. Oui, il a toujours les parfums. Il est devenu acteur. Oui, mais il est devenu acteur maintenant. Les grands couturiers, ils vivent plus de leur parfum que de leur couture. Paco Rabanne, c'est le parfum le plus vendu. Mais moi, j'ai voulu imiter les présentatrices et les animatrices de la télévision la première fois que j'ai fait de l'antenne, comme je savais pas du tout. On m'avait dit il faut être chic, il faut être habillé. J'avais pris une styliste qui m'avait apporté des vestes absolument strictes qui ne ressemblaient pas du tout. On m'avait coupé les cheveux et j'étais maquillée avec du rouge à lèvres à outrance. C'était limite, franchement. C'était de mauvais goût. C'était d'un mauvais goût. Et j'ai commencé l'antenne comme ça. Après, je me suis dit bon, je vais me ressembler. Mais pendant un temps, c'était vraiment épouvantable. Quand je revois les archives, c'est. Surtout, il y a une époque, il y avait les épaulettes avec des épaulettes comme ça. Oui, comme ça. Quand on fait de la télé, on vous prête des robes, non? Ah oui. Mais non, mais nous on prend des personal shoppers là, comme qui
en fait, les personnages shoppers, c'est des gens... Mais ils donnent personnage shopper, moi j'appelle ça. Ils donnent que le haut en bas, t'as ta petite culotte. Hein. Ah oui, ça c'est quand on est juste habillé de juste tu les renvoies, moi s'ils me ramènent des trucs qui me plaisent pas, moi je les renvoie, je leur dis elle est rien. Et en fait, tu leur donnes ta taille, etc. Et normalement, ils t'habillent, ils te proposent des tenues, tu vois, et puis ils disent bon ça, un peu comme vous dites Philippe, un peu des icônes, et puis ils vous disent bon ça. Et moi je dis oui, vous prêtent des trucs, mais ils vous prêtent pas des trucs quelquefois. Moi je me souviens, j'étais à la classe. Vous vous souvenez de cette émission formidable, oui. Et j'avais une télévision à 20h30 et j'ai demandé à Gauthier de me prêter une robe. Donc timidement, j'appelle l'attaché de presse. Je suis tombé sur un gars très désagréable. Ah non, on prête pas aux comiques. Ah non, le comique s'attache. C'est pas vrai. On a prêté une robe à Balasco, il est revenu tacher, voilà. Et ce qu'il m'a dit, c'était terrible. Hein. Il savait déjà que il n'aime pas trop prêter des robes. Les grands couturiers, en tout cas, pas trop prêter des robes pour la télé. Parce que le cinéma, oui, mais la télé, le tapis rouge à Cannes, ils vous prêtent des robes. Mais la télé, c'est compliqué. Est-ce que les robes qu'on vous a prêtées, vous les rendez ensuite? Alors ça dépend des couturiers. Vous en avez, il faut vraiment les rendre et puis même. Quand c'est très taché, vous les gardez. Mais les Italiens sont beaucoup plus généreux. Moi, souvent en Italie, voilà, ils disent elle te plaît, tu peux la garder. Voilà, donc ça c'est sympa. En France, il n'est même pas question. Là, il faut les rendre. Et puis s'il manque un bouton, on vous fait tout un ta caisse. Non, il faut les rendre impeccables, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, il faut quand même se préoccuper un peu des mannequins, parce que la mode ne serait pas ce qu'elle est, et en tout cas, elle serait moins populaire si il n'y avait pas de mannequins. Et un jour, elles sont belles, ces salopes. Hein. Elles sont belles et souvent, elles ont du caractère. On avait reçu ici Tachia de Vasconcelos. D'abord, elle a un nom superbe, et puis ensuite, elle n'a pas la langue dans sa poche, et elle nous avait pas caché que entre les mannequins, c'était souvent la guerre. Et notamment entre elle et Naomi Campbell. Mon souvenir de Naomi, c'est où j'étais le débutante rentrée dans le G15. Alors c'était un moment très dur parce que c'est quand vous mettez votre pas dans le groupe. Et le shooting était le Vogue. Et on était à Los Angeles et j'arrive le matin un peu nerveuse et elle m'a dit, elle crie devant tout le monde. Il y avait 20 assistances qui la suivaient en courant. Pour une avec le fan, presque comme un... Oui, elle est très simple, oui. Elle a dit, c'est qui ça? Vire-la moi. Get this girl out of here, en criant devant l'hôtel. Et donc, oui, on peut dire, pas la plus charmante. Ah non, oui. Je te la battrais, moi, elle me ferait ça, tu verrais ça, tiens. Alors nous, on est des enfants de cœur, là, toutes là, qu'on s'aime bien et qu'on se dit des gens franchement. On n'est pas mannequins aussi, c'est pour ça. Non, ça va être la guerre, oui. C'est pas pathétique, un défilé de haute couture, tous ces mannequins filiformes qui défilent devant des grosses dames qui pourront jamais porter ce qu'elles montrent, non? C'est 32-34 les tailles des mannequins, c'est terrible. Effroyable. Non, c'est vrai qu'elles sont squelettiques, mais après la robe, on l'adapte à la cliente. Alors, tu fais c'est du sur-mesure en fait. Ah, voilà, on fait des ourlets. Du démesure en fait. Mais elles tombent dans les pommes dans les coulisses. Hein. Très souvent, elles sont tellement anorexiques qu'elles. Non, ce qui est terrible, c'est que. Non, mais ça change. Elles ont de plus en plus de forme quand même. Souvenez-vous, moi j'ai 14 ans. Souvenez-vous Twiggy dans les années, au début des années 70, elle était squelettique. Non, il y a tous les ans une tentative en disant bon, on va mettre des femmes plus femmes avec plus de forme. Une tentative, mais ça marche pas. Après, vous avez des défilés de rondes quand même maintenant qui existent. Il y a un journal très sympathique qui s'appelle Majuscule qui fait que des seniors rondes. Ah bon, c'est pour toi alors. Absolument. Voilà la première vacherie de la regarde. Voilà, on était gentils entre nous. Qui commence. Mais tu sais, notre amie Marianne James, elle a fait une ligne de vêtements, Marianne James. Elle-même, elle pose avec ses robes dans le catalogue là. Vous êtes sensible au défilé de mode, de la mode masculine? Bien sûr, moi. Aux mannequins beaucoup, moi, très sensible. Alors aux mannequins. Alors il y a toujours des très beaux garçons. Hein. Alors très beaux garçons, mais pourquoi ils sont jamais rasés? Parce que ça fait plus viril. Tous les hommes maintenant veulent avoir un. Ça vous dirait bien, 2-3 jours de barbe, mais pas plus. Une barbe de 2 jours. Oui. C'est assez sexy. Non, c'est un peu ridicule la mode pour les hommes. Tu trouves pas? C'est vrai. Les petits costards ridicules qu'ils ont là, avec des inventions. Mais vous êtes très mignon, Philippe. Philippe, très mignon. Vous êtes au dernier cri, vous avez ce qui a le plus chic, c'est lui. Hein. Oui, élégant, toujours élégant. Avec des bretelles aussi. Oui. Philippe, j'aime assez la bretelle. C'est pas des bretelles, c'est un mini soutien-gorge.
Pas mal, bien. Non, pas mal. Ça permet de se donner l'air dégagé. Non, et surtout, vous avez un maintenant les plus lookés, c'est les footballeurs. Hein. Maintenant, ils sont carrément habillés par les grands couturiers, les footballeurs. Et donc, c'est eux qui lancent le look. Beckham, c'est une... Ah, il est beau gosse. Beckham, il est une gravure de mode. Ah, oui. Un peu trop, d'ailleurs. Mais la différence entre Beckham et moi, outre physique et le talent et les muscles, c'est que moi, je paye pour avoir certains vêtements, lui, on le paye pour qu'il les porte. Oui, c'est vrai. Et voilà. Vous vous démerdez mal, hein. Est-ce que, avant de venir aux grosses têtes aujourd'hui, vous vous êtes vêtu avec un peu plus de soin que d'habitude? Mais oui, pour vous, Philippe. On s'habille pour la radio. Mais oui, pour... Alors, décrivez-vous, Chantal. Alors aujourd'hui, j'ai un petit pull ouvert, comme ça, une espèce de petite... comment ça s'appelle? Un petit cardigan. Un jumper. En coton, ça ne gratte pas. Voilà, et un t-shirt blanc, propre, que j'ai mis pour les grosses têtes. C'est ça la mode. D'habitude, je viens avec celui avec lequel je dors, mais là, non. D'habitude. Ah non, Erika. moi j'ai un petit, je sais pas comment on appellerait ça, c'est très joli, hein. C'est un petit haut à fleurs et tout, avec des gros seins en dessous. Et j'ai mon petit gilet, ce que j'adore. Avec lequel tu dors aussi. Non, je dors pas de ça, désolé. C'est ça qui est si chic. Ah oui, Elle voilà. est toute, et les filles, quand elles m'ont vu ce matin, elles m'ont dit, on en mangerait. Et sur la tête? Et sur la tête, alors moi j'aime beaucoup avoir des trucs sur la tête. J'ai ma petite casquette de chez Mu. J'aime bien être couverte de la tête aux pieds, moi. T'as froid? Ah bon? Non, mais bon, j'ai peur d'attraper des rhumes de cerveau, quoi. Tu comprends? Je me mets une petite casquette. Alors Mireille. moi, par rapport à Erika, donc j'ai mis un petit pull rouge pour qu'on me voit bien. Très joli, avec des petits seins en dessous, Erika, et des lunettes assorties, rouges et noires. Je voulais dire, vous avez des lunettes assorties au sein. Exactement, vous avez tout compris, Philippe. Et alors, évidemment, c'est une drôle de forme, vous imaginez bien, assortie au sein. Elles sont pas mal, hein. Mireille, j'aime beaucoup tes manches, les manches de ton manches du pull sont avec des petites dentelles, avec des petites, évasées, des petites dentelles, voilà. Non, c'est pas n'importe quoi. Non. Et les lunettes surtout sont bien, de profil. Il y a un retour de la dentelle, hein. Oui. Un petit peu, oui, sur les vêtements. Pas tellement sur les sous-vêtements, si, un petit peu. Non, il y en a peu dans les slips d'hommes, je peux vous le dire. Mais ici, on fait pas dans la dentelle, de toute façon. Macha. Moi, étrangement, aujourd'hui, je suis tout en noir, alors que d'habitude, je porte beaucoup de couleurs. J'ai eu l'impression que vous aviez puisé dans la garde-robe d'Ardisson. Mais c'est massissant, le noir, n'est-ce pas, Il Chantal? faut quand même que tu dises que tu vois sur la petite Et tache alors, rouge. sur une manche, il y a des paillettes. Sur une seule manche. Une seule manche. Oui. Ah, c'est C'est asymétrique. italien, ça c'est vraiment. Et là, le petit truc rouge, t'as bavé ou quoi Et là? ça, c'est ma légion d'honneur et je t'emmerde. Et voilà. Elle aurait pas vu du sang. Moi, je suis dans le grenat. Je suis dans le grenat, j'ai de la tête aux pieds. Mais en panthère. Le look en panthère. Alors ça, c'est Dolce Gabbana, j'adore toujours. Et puis, le pantalon bien là. Dolce Gabbana, j'aime bien quand tu dis comment tu dis Dolce Gabbana. Le sac est grenat, les lunettes sont grenat. Voilà, c'est Et l'humeur. tu dragues qui, là, avec ça? Et je drague tout à l'heure un jeune homme qui m'amène des chenets. Ah, c'est pour ça que t'es plus jolie que d'habitude, hein? Tu t'es... Merci, c'est agréable. C'est agréable pour les autres fois. C'est surtout sympa pour Philippe, je trouve. Alors, on peut vous demander, vous l'avez rencontré? On me l'a présenté et c'est Au Pôle emploi, non? Pas du tout, c'est un jeune mannequin voilà. qui suit les cours Florent. Vous savez que j'aime bien mettre le pied à l'étrier aux jeunes comédiens. Ouais. Pas que le pied. Hein. Elle appelle ça l'étrier. Oui. Et pas qu'à l'étrier. Et alors, qu'est-ce qui invite? C'est vous, hein? Oh ben oui, c'est normal, c'est normal. Et au moment de l'addition, vous lui passez même plus l'argent sous la table comme avant. Du tout. Non, mais aujourd'hui, c'est tout à fait dans les mœurs. C'est sûr, au contraire, c'est très chic. L'addition, monsieur. Oui. D'ailleurs, le serveur, il vous l'amène directement à vous. Il a dit... il vous connaît, mais il sait que vous faites beaucoup pour les jeunes. Hein. Non, c'est vrai, il va carrément vers la dame. Alors, toujours les mannequins, et avec un des plus fameux, des plus sympathiques, Inès de la Fressange. Elle est super. Elle s'était fâchée avec Karl Lagerfeld par excès de conscience professionnelle, de parisianisme. En fait, elle faisait très bien son métier, mais il l'avait prise en grippe. On m'avait proposé d'être Marianne. Alors évidemment, j'avais été très très flattée, honorée. Et puis alors lui m'a conseillé de refuser.
Et alors là, moi, j'ai fait ma Gavroche, là, plus que Marianne, et j'ai dit, non, que je le faisais quand même, que j'acceptais quand même, hein, que c'était un honneur. Et ça l'a un peu agacé, alors il a dit qu'il avait plus envie d'habiller un monument. Et alors, c'était flatteur quand même. Hein. Et alors, à cette époque-là, il voulait me faire passer au défilé avec une robe fleur de lys. Hein. Et qui est, comme vous le savez, le symbole de la royauté. Et alors là, j'ai pas capté l'humour. Hein. Et alors, je lui ai dit non, encore. Donc, je suis la femme qui a dit non. Est-ce que vous pensez qu'on devrait tous être habillés comme Karl Lagerfeld ? Avec le maillot jaune. Si vous mettez un col comme Karl Lagerfeld, on vous voit plus, là. Question imprudente. Hein. Non, mais je vois bien qu'un petit catogan, ça vous irait très bien, Philippe. Oh, le catogan, c'est réservé aux chauves, il paraît. Les derniers cheveux, ils en font une petite queue. Voilà. Ça en fait tout cas, deux. pour parler snobisme, c'est vrai qu'il est très snob. Oh non, il est très... Attends, si j'en parle, c'est pas seulement par ouï dire, c'est parce que nous l'avons reçu aux grosses têtes, Karl Lagerfeld. Oui. Il était assez sympa. Il devait être content d'ailleurs de nous connaître parce que à l'issue de l'enregistrement, il m'a dit « Je vais vous offrir un blouson ». Il y a 12 ans, j'attends toujours. Mais il fait que la femme. Il fait aussi le truc. Ici, il nous avait expliqué comment il recrutait ses mannequins. Ça se fait au feeling, mais par recommandation, pas des gens que... Évidemment, quelqu'un qui ne sait pas se vendre, on ne l'engage pas. Mais en général, les gens que j'engage, je les connais déjà presque d'avance. Je recrute avec amortisseur. C'est trop facile dans mon métier. Ils peuvent tricher beaucoup là. Ils peuvent se faire un look qu'ils n'ont pas dans la vie après. Hein. La gonzesse qui arrive entièrement habillée par Saint-Laurent chez lui, elle se fait virer dans l'instant même. Pas pour les raisons pour lesquelles vous pensez. Alors pour laquelle Pour laquelle Non, peut-être que ça serait pas assez actuel. Alors, est-ce qu'il reste encore des couturiers stars en dehors de Lagerfeld aujourd'hui? Ah oui, quand même. Qui Tom Ford, Gauthier, non mais chez nous. Ah, chez nous. Yves Saint-Laurent a disparu. Oui, Guéquier. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de Français. Hein. On prend beaucoup d'Italiens. Comment il s'appelle celui qui est chez Lanvin, là? Justement, ils ne sont pas français. Ah oui, mais enfin, ils travaillent ici quand même. C'est la couture française. On a oui, mais c'est Alexandre McQueen, Galliano, tous ces gens. Vous n'avez jamais lancé votre ligne? Non, on me l'a proposé on va le faire, en Italie. Mais bon, les grosses têtes. Si on fait les grosses têtes. Non mais c'est vrai, il faut vraiment s'investir. Moi j'ai lancé mon petit cul. Moi je ferai les grosses fesses, oui, c'est ça. Non, parce que dès qu'on a un nom connu ailleurs que dans la couture, on vous dit, vous devriez lancer votre marque. Et parfois ça marche. Hein. En fait, le nom sert à vendre plein de choses. Jean-Paul Gaultier, par exemple, maintenant il a relooké les bouteilles de Coca-Cola, les voitures. Comme Christian Lacroix qui a fait le TGV, tout ça. Voilà, exactement. Oui, il va pas plus vite d'ailleurs depuis qu'il a... Non mais en général, ce sont les jeunes de la télé-réalité, non, qui lancent leur marque, non? Oh, ça durcit peu de temps. Non, mais un peu. Est-ce qu'on a vraiment envie de s'habiller comme Nabila? Allô, quoi? Zaya, Loana. Ah bah ouais, Zaya, oui. Lingerie seulement, non? Alors, est-ce que Dali était snob? Dali était très snob. Franchement, il était très snob. Il me racontait que quand il était petit, donc il venait d'un petit village de province en Espagne, et en Espagne, tout le monde a des fers forgés aux fenêtres, des grilles comme ça. Et les gens un petit peu plus huppés de son village avaient des balcons avec des balustres. Des vrais balustres en pierre. Et donc pour lui, le snobisme a commencé là. Les gens qui avaient des balustres, c'était déjà la haute société. Et puis après, il est venu à Paris. Alors on lui a présenté, je sais pas, le vicomte de Noailles, des gens de la haute société. Et là, elle n'était pas très bien habillée. Non, elle était en pantoufles. Elle était en pantoufles. Mais c'est là, pour ça qu'il disait, moi, je commence à bander qu'à partir des duchesses. Ah oui. C'est en snobisme, c'était donc ça. Donc il bandait pas beaucoup. Hein. Voilà, il bandait pas beaucoup. Et du coup, toutes les filles de chez Madame Claude qui venaient le voir à l'hôtel Meurice se faisaient passer pour des aristocrates. Alors, c'était des filles payées à l'heure, quoi. Mais il les présentait comme la vicomtesse de truc machin. Vous vous souvenez de la bouchère de Paris, intramuros, qu'il avait surnommé Louis XIV? Oui, tout à fait. Elle n'était pas parce qu'elle ressemblait très vaguement à Louis XIV. Elle avait
Elle disait jamais un mot. Hein. Rien, elle était là pour faire jolie. C'était raté. Mais donc il avait ce snobisme. Et alors il y avait aussi le snobisme d'être invité dans les soirées mondaines. De recevoir un carton. Vous êtes invité le 28 machin à la soirée truc. Il n'y allait jamais. Mais le snobisme c'était d'être invité. S'il n'était pas invité, il faisait un caprice. Comment j'ai pas été invité? Ben on dit mais vous venez jamais. Oui mais quand même je veux être invité. Et pour pouvoir mettre sur le dessus de la cheminée, vous savez tous les cartons alignés pour montrer qu'on est. Il encourageait aussi le snobisme de ceux qui voulaient lui ressembler parce qu'il lançait des modes mine de rien. Oui il en a fait des excentricités vestimentaires. Il avait tous ses imprimés panthères, girafes. Il portait des bracelets, des colliers. Comme il avait été copain avec Coco Chanel, elle lui avait refilé plein de faux bijoux. Et donc Dali les recyclait. Tu vois, alors quand il était au soleil à Cadaqués, il était en petite espadrille et il avait des bracelets Chanel, des colliers, tout un déguisement. Et c'est lui justement, tu parlais tout à l'heure, tu disais qu'il faut pas s'habiller matin, midi et soir. Ben lui, il se mettait les paillettes dès le matin. Voilà, il disait il faut que ça brille au soleil. C'était pas faux d'ailleurs. Et le soir en pyjama. Voilà. Ouais. Alors que Céline Dion met les paillettes le soir. Voilà. Ah non, il était vraiment snob. C'est vrai, il était très snob. Mais assez chic, hein. Oui, dans son genre, il s'était créé justement un look. Et puis, bon, les moustaches. Alors, il en a pas vraiment lancé la mode parce que c'était difficile d'avoir les. Alphonse XIII, ils avaient les rois avec des moustaches. Non, mais lui, c'est-à-dire que son problème, c'est comme il voulait pas montrer qu'il était grisonnant. Il les maquillait, les moustaches, avec du crayon noir, vous savez, il mettait du crayon noir sur ses moustaches. Et moi, quand il m'embrassait sur le front. Et il appuyait très fort. Et moi, je me retrouve avec 2 moustaches dessinées sur le front, bien noires. Là. Vous êtes sûr qu'il y en avait que sur le front? Il y en avait un peu partout. Non, c'est vrai qu'il se maquillait. Mais c'est un peu fini, ce type de snobisme. Maintenant, le grand snobisme, c'est d'être en jean, un peu déchiré. Voilà. Alors, est-ce que le snobisme, c'est pas de s'habiller n'importe comment? Ah oui, absolument. C'est très simple. Vous rappeler Gainsbourg qui était toujours sans chaussettes, avec toujours les mocassins, les jeans, absolument. C'était très snob. Voilà. Est-ce que vous avez vu par exemple le film Hollywood? Oui. Et ben à un moment, vous voyez, Florence Foresti, elle met une chemise d'homme comme ça qu'elle attache sur les seins parce que toutes ses affaires sont mouillées et des grosses des pantoufles Big Thermal, et elle sort comme ça et tout le monde la regarde et tout. Et donc les ils croient que c'est le dernier look. Ils pensent que c'est le dernier look alors que la fille n'avait rien à se mettre et elle s'est habillée comme ça. Et c'est le dernier look et après elle voit toutes les filles qui s'habillent comme ça. Bon, c'est une caricature, mais souvent c'est ça. Parfois on voudrait ressembler à quelqu'un. Moi par exemple, je cherche depuis des années des chemises comme en porte BHL et on me dit non, nous on a des boutons. Alors, oui, c'est vrai, ça a été sa marque de fabrique. Des belles chemises. Hein. Les types qui comptent, comme Bill Gates, Steve Jobs, c'est une chemise et ça se voit pas. Et moi, je connaissais un portier de grand hôtel qui était très embarrassé parce qu'il trouvait qu'il ne reconnaissait plus les milliardaires. Les milliardaires sont habillés comme des pauvres airs. Il n'y a plus que les gens de spectacle qui se fringuent un peu. Ils ont, eux, une vue beaucoup plus complète que les nôtres sur les sous-vêtements à la mode, hein. Parce que quand une dame descend de voiture, généralement, c'est la première chose que le voiturier voit, avant même le pourboire. Avec les jupes courtes, oui, souvent. Alors, quelle est votre politique en matière de sous-vêtements ? En matière de sous-vêtements, vous aviez un string qui dépassait du pantalon. Non, alors ça c'est le horrible, le comble du mauvais goût, c'est justement le string qui dépasse du jean. Mais aussi parce qu'il y a des pantalons à taille basse. Voilà, le pantalon à taille basse, c'est une aberration puisque la taille devrait être à sa place. C'est comme si on mettait le soutien-gorge avec les seins derrière. Tu vois, il n'y a pas de raison. La taille, elle est là. Bon ben. Soutien-gorge derrière. Et donc on respecte pas la taille et donc on met le pantalon à taille basse. Ce qui fait que quand on se penche, on a forcément le slip qui dépasse. C'est pas idiot. Vous savez, les seins derrière. Notre ami Brialy disait que ça serait plus agréable pour danser si les dames avaient la poitrine derrière. Quand on embrasse quelqu'un, quand on embrasse quelqu'un, c'est vrai. Alors, on va faire éclairer notre lanterne sur une particularité française dont nous pouvons être fiers. C'est que nous sommes devenus les champions européens de la natalité. Bonjour Gilles Pison, bonjour. Bonjour. Vous connaissez bien ces problèmes. Nous, on est un peu surpris parce que on vit une époque difficile. Il paraît que le moral des ménages a tendance à décliner.
Et de façon un peu contradictoire, on n'a jamais fait autant d'enfants. Alors le nombre de naissances se maintient là ces dernières années en France, et l'indicateur de fécondité, donc qui le résume un peu, c'est 2 enfants par femme. Alors ce qui a étonné les démographes aussi, c'est que l'incertitude suscitée par la crise économique, la montée du chômage, ne fasse pas chuter la fécondité, en France en tout cas, parce que c'est ce qu'on a observé dans la plupart des pays développés. C'est pas parce que les femmes, faute de pouvoir d'achat, ne peuvent plus se procurer des contraceptifs, ça n'a pas de rapport. Alors, vous avez vu, la contraception, elle est de plus en plus libre, remboursée pour certaines catégories, notamment les jeunes, là. Et donc, heureusement, en France, depuis une quarantaine d'années, la contraception est accessible à pratiquement toutes. Donc, combien avez-vous d'enfants, vous, Monsieur Pizon ? Moi, j'en ai 2, voilà. Oui, donc, vous êtes dans la moyenne nationale. Voilà. Et alors, dans les pays européens limitrophes, c'est moins triomphant, hein ? Alors, ça dépend, parce qu'en Europe, on observe un contraste nord-sud. C'est dans les pays du nord de l'Europe et les pays scandinaves que les femmes, les couples ont le plus d'enfants. Et dans les pays du sud et de l'est, qu'ils en ont le moins. Et donc la France, là, elle se rapproche, elle ressemble aux pays du nord de l'Europe. Pourquoi dans les pays scandinaves ? Parce qu'il y a des longues soirées d'hiver ou parce qu'il faut se réchauffer ? Alors, on pense qu'il y a un lien avec l'activité des femmes. Contrairement à ce qu'on a pu penser longtemps, c'est pas en renvoyant les femmes à la maison qu'on va augmenter les naissances, c'est même l'inverse. C'est dans les pays en Europe où les femmes travaillent le plus qu'elles ont aussi le plus d'enfants. Donc c'est dans les pays du Nord où les taux d'activité féminin sont les plus élevés, que la fécondité est la plus élevée, alors que dans les pays méditerranéens, le taux d'activité des femmes est faible et elles ont peu d'enfants. Et c'est les pays qui ont le mieux réussi à faire concilier le travail et la famille, donc pour que les femmes à la fois puissent travailler et avoir des enfants, que la fécondité est la plus élevée. Et c'est là où c'est le plus difficile de concilier les deux, que la fécondité est la plus faible. Alors le rabotage des allocations familiales chez nous va peut-être faire baisser le chiffre. C'est une question. Il se trouve que la politique familiale, elle comporte différents dispositifs. Il y a les aides financières, donc les allocations, mais aussi les réductions d'impôts. Il y a le système du quotient familial en France, qui est particulier à la France. Mais il y a aussi bien d'autres mesures. Il y a les congés parentaux. Il y a l'offre de garde pour les parents qui souhaitent continuer à travailler. Et donc, c'est un ensemble assez vaste. Une mesure particulière n'explique finalement qu'une toute petite partie. Et alors, la politique familiale, elle est ancienne en France, c'est une des caractéristiques. Elle a été soutenue par tous les gouvernements, mais cela dit, au cours du temps, elle a évolué. Et donc, elle peut évoluer, il faut peut-être pas forcément s'inquiéter de ce qu'on l'adapte un petit peu. On peut quand même dire, Monsieur Pizon, que nous n'aurions pas cette moyenne en France s'il n'y avait pas certaines communautés qui se sont installées chez nous. On a des mesures pour savoir quelle est la contribution des immigrés à la fécondité française. Alors, les immigrés contribuent sensiblement à la natalité. Il y a une naissance sur 6 qui est de mère immigrée, donc de mère qui est née à l'étranger et qui vit en France, alors qu'elle ait acquise la nationalité française ou qu'elle soit restée étrangère. Mais cela dit, ça ne augmente le taux de fécondité moyen que de très peu. C'est-à-dire que si on calcule la fécondité pour les seules natives, donc les femmes qui sont nées en France, on trouve 1,9 enfants en moyenne par femme contre 2 pour l'ensemble des femmes. Donc la présence des immigrés augmente légèrement. Et alors, si vous voulez, ça n'explique pas la particularité de la France, parce que dans les autres pays aussi, il y a des immigrés. Et donc, c'est pas ça qui explique la forte fécondité française. Voilà. Merci, Monsieur Pizon, merci. Le snobisme, c'est pas seulement la mode, celle avec laquelle on s'habille. C'est aussi, par exemple, les livres. Est-ce que vous achetez des livres qui ont reçu des prix littéraires ? Non, j'achète pas de livres de toute façon. Ah bon ? On me les donne. Ah bon, on vous le donne. Bon, voilà.
Ouais. Si, moi j'aime bien acheter le dernier. Par exemple, j'ai acheté Home. Vous les achetez, mais est-ce que vous les lisez? Bah oui. Ah bah c'est pas... moi je suis snob, mais pas jusqu'au bout. Hein, parce que vraiment, le snob, voilà, il les achèterait et il les lirait pas. Ouais. Il les mettrait même... Alors que moi je les achète et je les lis. De la devanture de la bibliothèque. Non, on peut pas ne pas les lire. Il faut se tenir au courant de ce qui non mais sort. on parle de snobisme. C'est un snobisme de se tenir au courant. Oui. C'est un snobisme aussi, mais je crois pas que vous l'ayez, de se vanter de ses belles relations. Moi, je connais Delon, on dirait Chantal là-dessous. Moi, je connais Delon. Oui, en anglais, on dit ça. On dit est très content de me connaître. Name dropping, c'est-à-dire émailler la conversation de gens célèbres qu'on connaît. Tiens, hier, je déjeunais avec Alain Delon, ou j'ai vu Gérard. Alors, c'est encore mieux si on dit j'ai déjeuné avec Alain, et que tout le monde comprend Delon. Lequel c'est? Mais qui ça, Alain? C'est quel croc? Moi, j'ai dit aussi, moi, j'étais avec Boubou tout à l'heure. On me dit qui ça, Boubou? Bouba? Non, c'est vrai. On vous a dit, vous ne devriez pas vous habiller à l'africaine. Parce que Boubou, c'est un... Oui, il y a le snobisme des comportements. Il faut aller passer ses vacances à Saint-Tropez. Il faut connaître, je sais pas, Mykonos ou Ibiza. Faire du vélo. Alors, est-ce que vous pouvez identifier socialement et même de façon caractérielle une femme rien que sur son sac? Maintenant, oui, hélas. Avec les hit bags. Les hit bags. À une époque, on pouvait, mais alors aujourd'hui, avec tous les faux, évidemment... Ah oui, c'est vrai que... Je trouve ça épouvantable, tous ces sacs très chers dans les boutiques de couture. C'est à quoi ton sac, toi? C'est très indécent, je trouve. Mais moi, j'achète le prix des sacs dégueulasse. Qui sont à 3000, 3500. Enfin, c'est monstrueux, quoi, quand on voit des jeunes minettes qui ont ça au bras. Fais gaffe, Erika qui fouille dans ton sac. Non, mais c'est de voir la marque. Non, moi j'ai un sac tout à fait simple. Alors il y a la montre aussi, la montre qui est un signe de standing. Hein. Oui, mais c'est un peu fini ça aussi maintenant qu'il y a des montres jetables. Et, quand je pense, regardez le symbole de la montre que ça a été pendant des générations, c'était le cadeau qu'on faisait. Et maintenant, il y a eu des scandales d'ailleurs politiques autour de la montre. Et maintenant c'est rien, c'est ça. Ah oui, avec. Alors vous avez aussi les chaussures à semelles rouges. Que je nomme. Ça c'est bien. Ça, moi j'aime bien mes petites chaussures à semelles rouges que je ne mets jamais, mais que j'ai. Je suppose que on parle de snobisme depuis un moment, mais que vous ne connaissez pas l'origine du mot de snob. Eh ben, écoutez Frédéric Rouvillois qui avait consacré tout un livre au phénomène. Le snobisme existe un peu de tout temps, mais ce sont effectivement les Anglais qui inventent le mot. On ne sait pas très bien d'où vient ce mot, mais il apparaît en tout cas dans la littérature au milieu du 19e siècle. Ça viendrait effectivement de sine nobilitate. L'hypothèse, c'est que devant le nom effectivement des élèves des collèges anglais non nobles, on aurait écrit ce terme sine nobilitate, qui ensuite aurait été abrégé, c'est pour les roturiers, abrégé en S. Nob, d'où snob. Est-ce que le snob est par définition un individu sans vraie personnalité? Disons qu'il renonce à sa personnalité. C'est un petit peu ce que Proust appelait la malédiction du snobisme. Le snob, c'est quelqu'un qui renonce à lui-même pour ressembler à des gens qu'il juge supérieurs. Alors avec comme devise, copier d'abord et mépriser ensuite. Mépriser, c'est moins important. Copier en tout cas, mais effectivement copier un groupe supérieur, ça lui permet éventuellement de mépriser ceux qui sont restés en dessous, ceux qui n'ont pas de particules, ceux qui n'ont pas de décoration, ceux qui n'ont pas de sac à main à 10 000 euros, etc., etc. Alors le snobisme des belles fréquentations, de l'aristocratie, ah oui. Ça, c'est un peu fini, ça aussi. Ah, pas complètement. C'est encore... il y a les grandes familles, les très petites. Tous les tirages des certains hebdos l'attestent. C'est sous les républiques qu'on se passionne le plus pour les royautés. Oui, ça c'est vrai. Ah, ça c'est Stéphane Bern. Mais chez nous, c'est une royauté, il faut dire quand même. C'est une espèce de monarchie. Hein. Alors, il y a des gens qu'on accuse d'être snobs et qui se en défendent vigoureusement. Par exemple, notre ami Stéphane Bern. Quand j'arrive quelque part, les gens s'attendent à ce que je parle comme on parle dans le 16e avec des patates chaudes dans la bouche. C'est quand même incroyable. J'ai raconté que j'avais travaillé en usine. Tout le monde, c'est pas vrai, non. Bah oui, j'ai travaillé en usine, ça arrive. Et puis alors, les gens sont là étonnés. Heureusement, ça a duré qu'une semaine. Non, mais Stéphane, vous fabriquiez quoi? Mais enfin, je me souviens plus ce qu'on fabriquait. Oui, alors ça, c'est aussi du snobisme, de vouloir faire peuple, alors qu'on n'est pas peuple. Hein oui. Mais les grands aristos sont très simples en général. Exactement. Mais c'est une affectation aussi. Les patrons qui s'habillent en ouvrier le dimanche. Hein
Oh bah ça c'est pour se rapprocher de leur personnel, c'est pas pareil. Bah non, puisque le dimanche ils se rencontrent pas. Ah bah c'est vrai. Mais tout dépend de leurs moyens. Quand ils sont pauvres, moi je connais un type archi noble, il est sur son tracteur, il est obligé il a pas de quoi payer les employés. Mais snob c'est un peu péjoratif, c'est la question de l'argent qu'ils ont. Quand ils sont riches, ils sont prétentieux. De se promener en scooter et alors qu'il pourrait avoir un chauffeur et tout. Oh bah oui, non mais c'est plus pratique pour lui aussi, le scooter. Tu trouves que c'est plus pratique un scooter? Oui. Bah pour se faufiler. Philippe, vous êtes snob, Philippe, finalement, parce que vous nous le demandez, mais vous êtes oui, parce qu'il nous fréquente. J'ai dû l'être un peu. Oui. Et puis non, depuis que je vous connais, je suis devenu simple. Non, mais il faut une petite dose. Moi, mon homme, il a une définition du snobisme. Il dit... Non, mais attendez, il y a plusieurs étapes dans la vie. Au départ, on ressemble à un gosse. Ensuite, on ressemble à un ado, et là, on commence à vouloir ressembler à des ados plus connus que soi, penser à la mode yéyé, et puis il arrive un âge, c'est le mien, où on ressemble plus à rien du tout. Vous savez, vous avez suivi la mode yéyé? Non, vous êtes trop jeune. Oui. Non, il y avait aussi justement à cette époque-là du sexe justement. Alors c'était les groupies et donc il fallait avoir couché avec Mick Jagger, avec Claude François. Avec... Ah bah t'as bien suivi la mode à ce moment. C'était mode. Toutes les filles. Comment tu as pas connu Led Zeppelin ou je sais pas quoi. Et donc il fallait avoir couché avec ces gens-là aussi. C'était un espèce de snobisme pour pouvoir accrocher à son mur la photo. Oui. Moi j'ai des copains qui n'ont pas beaucoup d'argent. Pour moi c'est le comble du snobisme, qui vont dans des endroits pour manger. Qui vont dans des endroits à la mode, ils mangent 3 fois rien, un sandwich et tout, plutôt que d'aller faire un bon repas dans un petit... franchement, dans un petit troquet. C'est comme toi, quand tu parlais de voyager debout en première, c'est ça, plutôt que d'être assis en seconde. Alors, il y a un snobisme provincial. Et Françoise Laborde avait dénoncé celui du Bordelais. Je pense que ça vient peut-être de l'occupation britannique, mais c'est assez semblable au snobisme anglais. C'est que rien ne se dit, mais tout se soupçonne. Et d'ailleurs, Mauriac avait très bien décrit ça dans un bouquin qui s'appelle Préséance, qui est un livre terrible comme ça, sur on en est ou on n'en est pas. Et si on n'appartient pas à cette forme de... vous pensez pas que c'est valable dans d'autres villes, à Lyon par exemple? Sûrement, mais je connais pas Lyon, mais je connais Bordeaux. Oui. Les Soyeux à Lyon et les Chartrons à Bordeaux. Les Chartrons. Et à Bordeaux, si vous c'est l'aristocratie du vin en plus. Oui, et si vous êtes de la vigne, vous n'êtes pas du pain. Parce que si vous êtes propriétaire viticole, c'est un au-dessus de propriétaire de pain des Landes, forestier. Les forestiers sont moins bien considérés. Pine au féminin. Ah oui, il y a plein de petits snobismes. Il y a des snobismes corporatifs aussi, Les publicitaires, les écrivains, ils sont purs. Sont des gens qui se mélangent pas toujours avec les autres. Ici, l'un des plus talentueux, Frédéric Becbédé, l'avait reconnu. C'est mon arrière-grand-mère qui était très très snob, qui dans son château faisait passer le test du foie gras à tous les visiteurs. C'est-à-dire qu'en gros, ils étaient invités à dîner, on leur servait une assiette avec le foie gras, et s'ils le mangeaient avec le couteau en le mettant sur le pain, ils étaient considérés comme des plébéiens, d'ignobles roturiers. Plus jamais invités. Des va-nu-pieds, plus jamais réinvités. Ouais. Donc je le dis, moi je le mange avec la fourchette, sans pain. Il faut le manger directement, parce que quand il est bon, on n'a pas besoin d'en faire une tartine. Si on n'arrive pas à le manger directement sans pain, c'est qu'il est mauvais. Oh là là. C'est pas des rillettes. Un petit toast quand même, parce que franchement... Alors, un petit peu de foie gras sur du pain d'épices, c'est très bon. Ah, sur le pain d'épices, c'est délicieux. Voilà. Ou sur une escalope. Alors Dali avait surnommé, je crois que c'était le Vicomte de Noailles, il avait surnommé faut-il, peut-on? Parce que l'autre, il commençait chaque phrase par faut-il aller au bal des Rothschild? Peut-on serrer la main à une actrice de boulevard? Voilà, alors c'était ces hésitations. Faut-il, peut-on? Parce que c'est pénible. Ces gens-là ont très peur de faire justement un faux pas, une erreur, de manger le foie gras avec la mauvaise fourchette, etc. Et donc on ne vit plus. Votre amie Nadine de Rothschild est très snob, finalement. Ah bah oui, elle en fait même une école. Oui, mais elle est devenue la grande papesse du snobisme, et donc elle est maintenant au-dessus de ça. Hermine de Clermont-Tonnerre, que nous allons recevoir bientôt, et qui a pris la suite, et qui revisite les codes du savoir-vivre périodiquement, échappe aussi à cette critique, puisqu'elle dit, moi, j'étudie le snobisme, alors je suis au-dessus de ça. Elle est princesse de naissance. Non, Hermine de Clermont. Elle est princesse de naissance, oui. Tenter qu'on reconnaisse les titres mais aujourd'hui. Il y a des princesses, il y a des diabétiques, il y a...
Non, je voulais dire que Nadine n'avait pas de titre. C'est un titre de mariage. Mais elle est devenue baronne, écoute. Voilà. Nadine est devenue baronne par le mariage et elle s'est très bien comportée, tout en restant ce qu'elle était à l'origine, c'est-à-dire une petite parigote. Hein. Oui. Elle était actrice avant, non? Une petite oui. Très mignonne et tout. Elle était présentatrice dans les music-halls, c'est-à-dire que elle annonçait les vedettes et avant de rentrer dans la coulisse pour laisser la vedette chanter, elle faisait une espèce d'effet de croupion et elle criait « Youpi !» Et c'est comme ça que sa fortune a commencé. Alors essayez, s'il n'est pas trop tard, criez « Youpi !» Bon, on va faire ça. Moi, elle m'a dit un truc formidable. Elle a 15 maisons. Et elle me dit, oh, t'as de la chance d'avoir des amants, moi je peux pas. Mais je dis, écoute, avec tes 15 maisons, tu peux bien trouver un coin. Ah non, parce que la banque me regarde. Ah bah oui, bien sûr. C'est désagréable. Et la banque, c'est... vous savez qui Alors il y a le snobisme sexuel quand même, hein. C'est de se présenter comme ayant plus de tempérament qu'on en a, sacrifiant à des pratiques qu'on n'a jamais pratiquées, jouer les affranchis. Ah bon ça s'appelle snobisme, ça? Moi, je pensais que c'était plutôt coucher avec des gens qui étaient plus dans une autre classe sociale. Hier soir, j'ai fait marcher un mec. Ah oui, parce que je prends un taxi le soir en sortant du théâtre, et puis c'est un petit gars, un petit rebeu, il me fait « Alors madame, ça a marché, vous sortez du travail ?» Alors je lui dis « Oui, je sors du travail, mais vous travaillez sur le boulevard ?» Je dis « Oui, je travaille sur le boulevard, oui. Ah, c'est bien, il était dans le rétroviseur, il n'arrêtait pas de me regarder, c'est bien, ça marchait ce soir, il y avait du monde. » Alors je dis « Oh, on a fait 850, ah, non. On a failli s'emplafonner place de l'Étoile. » Évidemment, tu t'es toute maquillée comme au théâtre. Maquillée comme une bagnole volée. Bon, enfin, moi je peux vous dire, vous n'êtes pas snob. Hein. Vous n'êtes pas snob. D'abord, si vous étiez snob, vous ne feriez pas partie des grosses têtes. Voilà. Hein. Non. On est resté très peuple. Très simple. Très simple. Oui, moi, une petite omelette aux truffes le matin et voilà. Voilà. Ah, il y a quand même un snobisme de la nourriture chère. C'est autre chose, ça. Difficile, c'est... Une salade de tomates, ça peut être délicieux. Ah hein. oui, celle de mon jardin, mais pas sinon, non. Bah, on aime faut aimer les bonnes choses. Donc c'est pas un snobisme, on aime les bonnes choses. C'est pas du snobisme vraiment. Restaurant, tu t'enfonces, hein. Non, je préfère fermer ma gueule. J'ai une dernière citation à vous soumettre, alors que j'ai pas eu le temps de... Oui, c'est surtout la première. D'appeler votre attention sur les autres. Qui a dit « Le snobisme, c'est une bulle de champagne qui hésite entre le paix et le rot. » Ah, c'est joli, ça. C'est joli. Hein. C'est pas formidable. C'est un homme qui a dit ça. C'est Gainsbourg. C'est Gainsbourg. Gainsbourg. Bonne réponse de Mireille Dumas. Ah, c'est bon. Enfin, il faut être là. Oh, elle est courte. Oui, racontez. Il n'y a pas de messieurs aujourd'hui, voilà, mais c'est moi-même. Ces blagues qui ne sont pas toujours très fines ni très correctes, il va bien falloir que Amanda Lear se dévoue pour raconter celle qui vient de Monsieur Fayot. Fayol. Enfin bon. Fayol. Elle est très courte, mais moi je les aime courtes. Alors voilà. Deux femmes discutent autour d'un café. Ah, tu sais, mon mari est très pris par son travail. Je le vois en moyenne 1 mois par an. Ah ben ma pauvre, ça doit pas être drôle. Oh, tu sais, 1 mois, c'est vite passé. Voilà, c'était vos grosses têtes en folie. Merci de les avoir suivis. Bravo, à demain.